j'ai découvert un lieu qui a été caché au monde entier pendant plus de 70 ans. Un lieu où des scientifiques nazis ont tenté d'éliminer la douleur chez l'être humain, mais où ils ont au contraire créé quelque chose d'horrible, quelque chose qui n'aurait jamais dû survivre. Et il semble que j'ai ouvert la porte de son donjon. Cette histoire raconte ce que j'ai découvert dans un bunker abandonné de la Seconde Guerre mondiale, et ce qui m'est peut-être suivi depuis. Tout a commencé il y a 3 semaines. Je m'appelle Alex et je suis un historien amateur, voire passionné. Je ne m'intéresse pas aux grands champs de bataille célèbres, ni aux musées de bondés de touristes. Ma passion, ce sont les reliques oubliées, les objets perdus dans le temps dont la plupart des gens ne soupçonnent même pas l'existence. Les forts, les postes de tir et, surtout, les bunkers. Il y a quelque chose dans ces monstres de béton, enracinés dans le sol qui m'attire. Ils sont comme des capsules temporelles, remplies d'histoires silencieuses et inédites. Mais des recherches m'ont conduit dans des forêts denses et presque impénétrables, à la frontière entre la République tchèque et l'Allemagne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette région était truffée de sites secrets. La plupart ont été retrouvés depuis longtemps, pillés ou simplement effondrés sous le poids des décennies. Mais j'avais la conviction que quelque part, ici, loin des sentiers battus, se cachait quelque chose d'intact. J'avais une vieille carte de reconnaissance militaire jaunie que j'avais achetée à un collectionneur. Elle comportait plusieurs annotations au crayon, des cercles avec des points d'interrogation aux endroits où les photos aériennes révélaient quelque chose d'étrange, mais où les équipes au sol n'avaient rien trouvé. L'un de ces cercles se trouvait dans une partie particulièrement isolée de la forêt. J'ai passé 2 jours à me frayer un chemin à travers les broussailles et à escalader des ravins. Mon GPS était devenu fou, perdant constamment le signal, et je commençais à penser que c'était une idée stupide. Mais à la fin de la 2e journée, alors que le soleil se couchait déjà, peignant le ciel de tons orange et violets inquiétants, je l'ai remarqué. Parmi la mousse et les racines des vieux arbres, on pouvait voir le bord anormalement régulier d'une dalle de béton. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. J'ai jeté mon sac à dos et j'ai commencé à creuser la terre avec mes 2 mains, puis avec une petite pelle de sapeur. Sous une couche de terre et de mousse se cachait non pas une simple trappe, mais une énorme structure, en béton, enfoncée dans le sol. Et en son centre, une porte en acier, épaisse, lourde, couverte de taches de rouille, mais étonnamment intacte. Elle n'avait pas de serrure, seulement un volant massif, comme ceux que l'on trouve sur les portes des sous-marins. Il était rouillé et bloqué. Il m'a fallu près d'1 heure, toute ma force et une longue barre d'acier en guise de levier pour que le volant bouge avec un grincement assourdissant qui a résonné dans la forêt silencieuse. Dans un grincement assourdissant, la porte céda et s'entr'ouvrit de quelques centimètres, expirant dans mon visage une bouffée d'air froid et vicié. Un air qui n'avait pas vu la lumière du soleil depuis plus de 70 ans. Il sentait l'ozone, le béton humide et autre chose. Quelque chose de faible, de médical, qui ressemblait à l'odeur d'un vieil hôpital. J'ai éclairé l'intérieur avec une lampe puissante. Le faisceau a fait apparaître dans l'obscurité un escalier en béton qui descendait. Les marches étaient remontées recouvertes d'une fine couche de poussière, mais il n'y avait ni trace ni détritus. Personne n'était descendu ici depuis que l'endroit avait été scellé. Un sentiment de triomphe se mêlait à une inquiétude grandissante. Je me tenais sur le seuil de quelque chose de grand, de complètement intact. Je pris une profonde inspiration, vérifiai ma lampe, mis mon sac à dos sur mes épaules et m'avançai dans l'obscurité, refermant derrière moi la lourde porte. Elle claqua avec un bruit sourd et définitif, me coupant du monde des vivants. La descente fut longue. L'escalier semblait interminable. À chaque marche descendue, la température baissait
et le silence devenait de plus en plus oppressant. Ce n'était pas simplement le silence de la forêt, c'était le silence de mort d'une tombe. Finalement, les marches prirent mi-fin, et je me retrouvai dans un long couloir étroit. Les murs étaient en béton nu, et le plafond était parcouru de gros câbles et de tuyaux recouverts de givre. L'air était si froid que ma bouche dégageait de la vapeur. J'avançai et ma lampe éclaira les portes en acier qui se succédaient de chaque côté du couloir. Chacune était munie d'une plaque en lettres gothiques. Entrepôt, caserne, générateur. Tout était en parfait état, comme si les gens étaient partis la veille, et non en 1945. Des livres étaient déposés sur les tables des casernes, des uniformes étaient suspendus au cintre, et même des tasses métalliques étaient alignées sur les étagères. Tout était recouvert d'une fine couche de poussière, comme un linceul. Cependant, ce n'était pas ce qui m'intéressait. D'après la carte, ce n'était pas simplement un entrepôt ou un poste de commandement. Il s'agissait d'un centre de recherche. Je continuais à avancer dans le complexe. L'air devenait de plus en plus froid et une étrange odeur médicale de plus en plus forte. Au bout du couloir, il y avait une double porte en acier, beaucoup plus massive que les autres. Elle ne portait aucune inscription. Seul un panneau rouge avec un crâne et des os, presque effacés par le temps, y était apposé. Contrairement aux autres, cette porte n'était pas verrouillée. Je l'ai tirée avec effort et elle s'est ouverte sans un bruit. Je me suis retrouvé dans une grande pièce baignée par la lumière vive de ma lampe. C'était un laboratoire et une salle d'opération à la fois. Le long des murs se trouvaient des armoires en verre remplies de flacons, de tubes et d'appareils étranges dont je ne comprenais pas l'utilité. Au centre de la pièce se trouvait un fauteuil métallique massif, semblable à un fauteuil de dentiste, mais avec d'épaisses sangles en cuir et en acier sur les accoudoirs et à la base. Des fils et des tubes y étaient reliés. À côté se trouvait une table avec des instruments chirurgicaux, des scalpels, des pinces, des scies. Tous étaient couverts de taches brun foncé de rouille. Mais ce n'était pas de la rouille. Je savais trop bien à quoi ressemblait du sang séché. Mon regard s'est posé sur une grande table métallique dans un coin. Elle était recouverte de plusieurs dossiers épais et d'une pile de magazines reliés en cuir. C'était la découverte de ma vie, la documentation sur l'objet. Je me suis approché, j'ai épousseté le dossier du dessus et je l'ai ouvert. La première chose que j'ai vue était une photo, en noir et blanc, avec des détails nets. Elle représentait un homme attaché à la chaise qui se trouvait au centre de la pièce. Ses yeux étaient grands ouverts d'horreur. À côté de lui se tenait un homme en blouse blanche, tenant une énorme seringue dans sa main. J'ai senti un frisson me parcourir le dos. J'ai tourné la page. Il y avait des notes, une écriture soignée, calligraphique, des notes sur des expériences. J'ai ouvert l'un des gros cahiers. Sur la page de titre, il était écrit « Projet Somnus, responsable, Dr Klaus Richter ». Je commençais à lire, et plus je m'enfonçais dans le texte, plus le sang se glaçait dans mes veines. D'après les notes, le but du projet était de créer un soldat insensible à la douleur, une machine de combat parfaite, capable de continuer à se battre, même avec les blessures les plus horribles. Les premières poignées de notes étaient sèches et scientifiques. Sujet 1-7, homme, 32 ans. Sérum alpha administré. Réaction des récepteurs de la douleur réduite de 40%. Effets secondaires observés. Apathie, perte d'appétit. Venaient ensuite des photos. Des dizaines de photos. Des personnes soumises à des tortures inimaginables afin de tester l'efficacité du sérum. Elles étaient brûlées, coupées, leurs os étaient brisés. Et sur chaque photo, des personnes en blouse blanche se tenaient à côté, notant impassiblement les résultats dans leur carnet. À chaque nouvelle version du sérum, bêta, gamma,
delta, l'insensibilité à la douleur augmentait, mais les effets secondaires aussi. Je tournais les pages et l'histoire de la folie se déroulait sous mes yeux. Sujet 2.3. Sérum gamma. Suppression totale des signaux de douleur. Le sujet ne réagit pas à une fracture du fémur. Cependant, on observe une agressivité accrue. Ce matin, il a attaqué un infirmier. Il a fallu 4 gardes pour le maîtriser. Note suivante, tous les sujets ayant reçu le sérum gamma manifestent une hostilité extrême. Ils ne parlent plus. Ils n'émettent que des sons gutturaux. Leur force physique a augmenté de manière inexplicable. Le sujet 2.3 a plié à main nue une barre d'acier sur son lit. Le docteur Richter et son équipe n'ont pas abandonné. Ils ne voyaient pas cela comme un échec, mais comme un nouveau résultat inattendu. Ils ne créaient bien pas simplement des soldats insensibles à la douleur. Ils créèrent des prédateurs. J'étais assis sur le sol en béton froid, feuilletant ces journaux les uns après les autres. Ma lampe éclairait dans l'obscurité les lignes écrites par la main d'un fou. J'étais tellement absorbé par ma lecture que je ne remarquais plus ce qui m'entourait. Je lisais le protocole final. À propos du sérum Oméga, qui n'avait été administré qu'à un seul sujet, le plus résistant. Cet homme avait traversé l'enfer. Son corps avait été mutilé par des dizaines d'expériences, mais il avait survécu. Les notes le concernant étaient particulièrement détaillées. Sujet 0. Sérum Oméga administré. Réaction inhabituelle. Absence totale, non seulement de douleur, mais aussi de toute émotion visible. Il observe simplement. Son regard, il nous regarde comme si nous étions des insectes. Sa force est incroyable. Il n'a plus besoin de dormir. Nous ne l'avons pas nourri depuis 12 jours, mais il ne montre aucun signe de faiblesse. J'ai tourné la page. Il y avait la dernière photo du sujet 0. Elle était floue, prise à la hâte. On y voyait un homme incroyablement maigre et grand. Sa peau était pâle, presque blanche. Ses os ressortaient sous sa peau. Mais le plus effrayant n'était pas cela. Ses membres. Ils étaient anormalement longs. Ses doigts étaient fins et allongés, comme des pattes d'araignée. Et ses yeux, ils n'avaient rien d'humain. Juste 2 trous noirs et vides, remplis d'une haine froide et éternelle. Sous la photo se trouvait la dernière note du journal, écrite d'une main tremblante. La date, le 29 avril 1995, la veille de la chute de Berlin. L'expérience a échappé à tout contrôle. Le sujet 0, il évolue. Ce n'est plus un être humain. Nous ne savons pas ce que c'est. Il s'est échappé cette nuit. Les systèmes de sécurité n'ont pas pu le retenir. Il a tué 6 gardes. Il n'utilise pas la force brute. Il est intelligent. Il chasse. Nous sommes enfermés ici, en bas. Nous avons scellé l'entrée principale, mais nous sommes enfermés avec lui. Nous n'avons pas créé un super soldat. Nous avons créé quelque chose qui ne doit pas mourir. Nous avons créé un prédateur qui vivra éternellement dans cette obscurité. Mon Dieu, qu'avons-nous fait? Au moment où j'ai fini de lire ces mots, un bruit a retenti au fond du laboratoire. Un bruit fort et distinct, comme du métal raclant le béton. Je me suis figé, le cœur battant à tout rompre. La lampe que je tenais dans mes mains s'est mise à trembler. J'ai lentement levé la tête. Silence, un silence oppressant, absolu. C'était sans doute mon imagination. Un vieux bunker, le sol qui s'affaisse. J'ai essayé de calmer mon cœur qui battait à tout rompre. Mais ensuite, j'ai entendu à nouveau, cette fois plus près. Le bruit ressemblait à quelqu'un qui traînait lentement quelque chose de lourd sur le sol, et il ne provenait pas du couloir par lequel j'étais arrivé. Il venait de l'obscurité au fond du complexe de laboratoire. Je me suis levé lentement en essayant de ne pas faire de bruit. Le faisceau de ma lampe balaya la pièce, éclairant les tables, les équipements, les portes vides menant à d'autres pièces. Le bruit s'est arrêté.
Je me tenais au milieu d'un immense laboratoire, entouré des fantômes du passé, et j'ai soudain compris que la dernière note du journal n'était pas simplement une confession avant la mort. C'était un avertissement. Il n'avait ni pas réussi à le tuer. Il l'avait ni simplement enfermé ici. Et moi, idiot, j'avais ouvert la porte. Mon cerveau refusait d'accepter cette idée. 70 ans. Rien ne peut survivre 70 ans dans un bunker scellé, sans nourriture, sans lumière. C'est impossible. C'est juste le fruit de mon imagination, qui s'est emballée à cause des histoires effrayantes que j'ai lues dans des magazines. Je devais y croire, mais le bruit était réel. Je l'entendais aussi clairement que les battements de mon propre cœur dans mes oreilles. J'ai dirigé la lampe vers l'embrasure de la porte, d'où semblait provenir le bruit. C'était un passage vers ce qui semblait être un bloc de détention, un petit couloir avec plusieurs portes en acier massif, comme dans des cellules de prison. Toutes étaient toujours fermées. Chacune était munie d'un petit judas grillagé. J'avançais lentement, pas à pas. Chacun de mes pas résonnait dans le silence mortel. J'arrivais à la première porte. Je braquai la lampe vers le judas. À l'intérieur, il y avait une pièce vide avec un lit métallique, de la poussière, le silence. Même chose dans la deuxième cellule et dans la troisième. Je ressentis un léger soulagement. Peut-être avais-je tout imaginé. J'arrivais à la dernière cellule, au bout du court couloir. Cette porte était différente des autres. Elle était tordue. Pas beaucoup, mais de manière visible. La fine feuille d'amigue d'acier était courbée vers l'extérieur, comme si quelque chose d'incroyablement puissant avait frappé de l'intérieur. Le métal était fissuré à plusieurs endroits. J'avalai ma salive épaisse et approchai la lampe de la judas. Ce que je vis me fit reculer. Il n'y avait pas de poussière à l'intérieur de la cellule. Le sol était propre, comme s'il avait été balayé. Et il y avait des rayures, des sillons profonds et longs allant du mur du fond jusqu'à la porte, comme si quelqu'un ou quelque chose avait méthodiquement rayé le béton et l'acier pendant de longues années, voire des décennies. Et il y avait autre chose. Dans le coin le plus sombre de la cellule, j'aperçus un tas de tissus sombres et pourris. C'étaient les uniformes des gardes dont parlait le docteur Richter, et à côté, des os humains rongés jusqu'à l'os. Soudain, un léger bruissement me parvint de l'obscurité du couloir derrière moi. Je me retournai brusquement, brandissant ma lampe devant moi comme une arme. Le faisceau de lumière transperça l'obscurité, mais il n'y avait personne. Seule une salle de laboratoire vide. Mais je savais que je n'étais pas seul. La sensation d'une présence était presque palpable. L'air était devenu dense, lourd. J'entendais ma propre respiration, forte et saccadée. Et une autre, silencieuse, presque inaudible, sifflante. Elle venait de partout et de nulle part. Je reculais lentement, sans quitter l'obscurité des yeux. Ma lampe se balançait d'un côté à l'autre, créant des ombres grotesques et dansantes. Et à ce moment-là, à l'extrémité du faisceau lumineux, j'ai vu un mouvement. Quelque chose de sombre et d'allongé a jailli d'une porte pour passer dans une autre. Cela s'est passé si vite que je n'ai rien pu distinguer. Juste une tache floue. Mais je l'avais vu. Une vague de panique m'envahit. Tout ce que j'avais lu dans les magazines était vrai. Il était là. Il était vivant. Et il savait que j'étais là. Je me mis à courir. Sans regarder où j'allais, je traversais le laboratoire en courant pour rejoindre le couloir qui menait à la sortie. Mes chaussures résonnaient d'en nez sur le béton. Je ne me suis pas retourné. Je courais, poussé par une peur primitive. Je me suis précipité dans le couloir principal et me suis précipité vers l'escalier. Mais soudain, juste devant moi, l'une des lourdes portes en acier s'est refermée dans un bruit assourdissant, me barrant le passage. Je m'y suis cogné l'épaule et j'ai rebondi en arrière. La porte, qui était ouverte une seconde auparavant, était maintenant verrouillée.
J'ai tiré sur la poignée. Inutile, elle était bloquée. Et puis, je l'ai entendu à nouveau. Ce même grincement. Il provenait du laboratoire que je venais de quitter. Il me suivait, lentement, sans se presser. Il n'était pas pressé. Où pouvais-je me cacher dans cette boîte en béton sous terre? J'étais prise au piège. Le couloir principal menant à la sortie était bloqué. Revenir sur mes pas vers le laboratoire signifiait une mort certaine. J'ai éclairé les côtés avec ma lampe. À côté, il y avait une autre porte avec l'inscription « Générateur ». C'était ma seule chance. J'ai tiré la poignée. Heureusement, elle a cédé. Je me suis précipité à l'intérieur et j'ai claqué la lourde porte derrière moi, poussant le solide verrou en acier. Pendant quelques secondes, j'étais en sécurité. Je m'adossais contre le métal froid, essayant de reprendre mon souffle. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Je me trouvais dans une immense salle remplie de générateurs diesel géants. Ils étaient de silencieux, couvertes de poussière et de rouille. Le silence était encore plus oppressant ici. J'ai braqué ma lampe vers le haut. Le plafond se perdait dans l'obscurité. La pièce ressemblait à la salle des machines d'un immense navire. Soudain, la porte que je venais de fermer a été frappée. Un coup sourd, plutôt pour tester. Je me suis figé, puis un autre. Toc, toc. Et ensuite, un long bruit grinçant, comme si quelque chose de pointu était passé sur du métal. J'imaginais les longs doigts au fin de la photo et je me mis à trembler. Il savait où j'étais et il essayait d'entrer. Je savais que le verrou ne tiendrait pas longtemps. Je devais bouger, chercher une autre sortie. Je m'avançais lentement dans la salle des générateurs en essayant de marcher le plus silencieusement possible. Ma lampe éclairait dans l'obscurité des rangées de machines mortes et un enchevêtrement de tuyaux. Au fond de la salle, j'aperçus une autre porte. Peut-être menait-elle à un autre couloir ou à un tunnel technique. C'était un espoir. Les coups sur la porte cessèrent. Le silence s'installa. Un silence inquiétant, expectatif. Je retins mon souffle, tendant l'oreille. Rien. Peut-être était-il parti. Peut-être avait-il décidé qu'il ne pouvait pas entrer et était parti chercher un autre chemin. Cette pensée était encore plus effrayante. Cela signifiait qu'il n'était pas simplement un monstre sans cervelle. Il réfléchissait, il cherchait. J'accélérai le pas, j'avais presque atteint la porte salvatrice lorsque j'entendis un bruit au-dessus de ma tête. Un grincement métallique. Je levai brusquement ma lampe. Haut dans le plafond, parmi l'enchevêtrement de tuyaux et de câbles, quelque chose bougeait. Cela rampait sur les tuyaux comme une araignée géante. Un corps long, maigre et pâle. Ses membres se pliaient selon des angles anormaux. Il se déplaçait rapidement et sans faire le moindre bruit. Le faisceau de lumière ne l'éclaira qu'une seconde, mais j'eus le temps de le distinguer. C'était la créature de la photo, le sujet 0. Il s'arrêta en remarquant la lumière et tourna la tête dans ma direction. Je ne voyais pas son visage, il était dans l'ombre. Mais je vis deux reflets ternes. Ses yeux, il me fixait. À ce moment-là, il émit un son grave, guttural, gargouillant. Ce n'était pas le rugissement d'un animal. C'était un son plein de haine et de faim, accumulé depuis 70 ans. Puis il bondit. Il ne se contenta pas de sauter vers le bas. Il s'est propulsé depuis les tuyaux et a traversé toute la salle, déployant ses longs membres arachnéens. J'ai instinctivement plongé derrière l'un des générateurs une fraction de seconde avant qu'il n'atterrisse à l'endroit où je me tenais quelques instants auparavant. Il y eut un bruit assourdissant. Ses griffes raclaient le béton. Je n'ai pas attendu qu'il me trouve. Je me suis levé d'un bond et me suis précipité vers la porte. Je l'entendais courir derrière moi. Ses pas étaient étranges, irréguliers, un mélange de bruit lourd et de légers froissements. J'ai atteint la porte et ai tiré la poignée. Verrouillée. Bien sûr, verrouillée. J'ai frappé désespérément contre la porte.
j'ai entendu une respiration sifflante derrière moi. Je me suis retourné. Il se tenait à 10 pas de moi, se redressant lentement de toute sa hauteur anormale. Il mesurait plus de 2 mètres. Sa peau était gris-blanc et tendue sur des os saillants. Il ne portait aucun vêtement. Ses longs ponts-bras pendaient presque jusqu'à ses genoux et se terminaient par des ongles noirs ressemblant à des griffes. Mais le plus effrayant était son visage. Il n'avait pas de nez, seulement 2 fentes sombres. Sa bouche n'était pas visible non plus, seulement une fine fente droite. Et ses yeux? C'étaient de grands yeux noirs, en amande, sans pupille, ni blanc. Il me regardait avec la curiosité froide et inquisitrice d'un prédateur observant sa proie. Il s'avança lentement vers moi. Je reculai, le dos appuyé contre l'acier froid de la porte. Ma lampe tremblait dans ma main, son faisceau dansait sur le corps du monstre. J'étais dans une impasse, c'était la fin. Je criais, sans savoir ce que j'espérais. Juste un cri animal de terreur et de désespoir. La créature s'est arrêtée, a penché la tête sur le côté, comme pour écouter un nouveau son intéressant. Puis, elle a ouvert la bouche. La fine fente sur son visage s'est élargie, dévoilant plusieurs rangées de dents fines et acérées, comme des aiguilles. Et de cette gueule s'échappa un son imitant mon propre cri, mais déformé, mécanique, dépourvu de toute émotion. C'était la chose la plus effrayante que j'avais jamais entendue. Il ne chassait pas simplement, il se moquait de moi. À ce moment-là, le désespoir fit place à la rage. Je n'avais pas l'intention de mourir ainsi, enfermé dans une tombe avec cette créature infernale. Je regardais autour de moi à la recherche d'une arme. Près de moi, appuyé contre le mur, se trouvait un long tuyau en acier, lourd, un morceau de ferraille. Sans hésiter, je m'en emparai. Elle était lourde, mais l'adrénaline me donnait de la force. La créature m'observait, immobile. Elle ne voyait pas en moi une menace. Je criais à nouveau, cette fois de rage, et me jetais sur elle, en brandissant le tuyau. Je visais sa tête. Elle esquiva avec une rapidité incroyable. Mon coup a frappé dans le vide. Le tuyau a heurté le sol en béton dans un bruit métallique. Avant que je puisse réagir, son long bras s'est précipité vers moi. Le coup n'était pas violent, plutôt une poussée. Mais cela a suffi pour que je sois projeté à plusieurs mètres et que je heurte le générateur dans le dos. Le tuyau m'a échappé des mains. L'air fut expulsé de mes poumons. Mes yeux se voilèrent. J'étais allongé sur le sol, suffocant. La créature s'approcha lentement de moi. Elle se déplaçait avec fluidité, gracieuse comme une danseuse macabre. Elle s'arrêta au-dessus de moi, me dominant de son immense silhouette squelettique. Je voyais ses yeux noirs, dans lesquels il n'y avait rien d'autre que du vide. Il a lentement levé sa main aux longs ongles semblables à des scalpels. J'ai fermé les yeux, attendant la fin. Mais au lieu du coup fatal, j'ai entendu un bruit, un hurlement fort et perçant, une sirène. Elle provenait de quelque part, au fond de la salle. La créature sursauta. Elle recula en sifflant comme un serpent. Elle regarda dans la direction d'où venait le bruit, puis se retourna vers moi. Dans ses yeux noirs, quelque chose qui ressemblait à de l'hésitation passa pendant un instant. La sirène hurlait, remplissant tout l'espace. Il devait s'agir d'un système d'alarme qui avait miraculeusement fonctionné. Peut-être avais-je touché quelque chose en tombant. Je ne sais pas. Mais cela m'a donné une chance. Pendant que la créature était distraite, je me suis relevé en surmontant la douleur. Je n'ai pas cherché d'arme. Je me suis simplement mis à courir. J'ai couru dans la seule direction où je n'étais pas encore allé. Au fond de la salle des générateurs, devant la sirène hurlante, dans l'obscurité. Je l'entendais se précipiter derrière moi, dans un sifflement furieux. Je courais sans rien voir devant moi, à part le faisceau étroit de ma lampe. J'ai traversé toute la salle et me suis engouffré dans un étroit tunnel technique. Les murs étaient recouverts de tuyaux et de fils électriques. Je courais, trébuchant.
tombant, me relevant et courant à nouveau. Le hurlement de la sirène était derrière moi, mais j'entendais mes poursuivants. J'entendais le crissement de griffes sur le sol métallique du tunnel. Il était tout près. Le tunnel bifurquait, à gauche et à droite. Je n'avais pas le temps de réfléchir. J'ai tourné à gauche. C'était une erreur. 20 bons mètres plus loin, le tunnel se terminait en cul-de-sac, devant une porte grillagée, fermée par un énorme cadenas rouillé. J'étais pris au piège. Je me suis retourné. Au fond du couloir, j'ai aperçu sa silhouette. Il ne courait pas. Il marchait lentement, bloquant tout le passage. Il savait que j'étais pris. J'ai commencé à secouer la grille avec désespoir. Inutile. Elle était encastrée dans le béton. J'étais sur le point d'abandonner lorsque ma lampe a éclairé quelque chose sur le mur près de la porte. C'était un panneau avec un grand levier rouge. En dessous, il était écrit « Inondation d'urgence, système d'extinction d'incendie. Inondation, dans un bunker souterrain. » C'était de la folie. Mais que pouvais-je faire d'autre? La créature était déjà à 10 mètres de moi. Je voyais ses yeux noirs et vides. J'ai arraché le capot de protection du levier et j'ai tiré de toutes mes forces. Il y eut un grincement assourdissant. Quelque part au fond du bunker, des pompes se mirent à vrombir. La créature s'arrêta, me regardant avec curiosité. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et là, de l'eau se mit à jaillir des ouvertures dans le plafond du tunnel. Pas simplement de l'eau. C'était un liquide épais et huileux qui dégageait une forte odeur chimique. Apparemment, il s'agissait d'une mousse extinctrice ou quelque chose de ce genre. Elle remplissait le tunnel étroit avec un grondement. La créature poussa un cri aigu lorsque le liquide toucha sa peau. Il sifflait, rongeant sa chair pâle. Elle se débattit pour reculer, mais le flux était trop fort. Il fut renversé et emporté dans le couloir, loin de moi. Je me tenais derrière les barreaux et le liquide qui arrivait m'arrivait à peine aux chevilles. Je regardais la créature se débattre dans le flux bouillonnant, son corps se tordant et se dissolvant dans le composé corrosif. Ses cris étaient horribles, se mêlant au rugissement des pompes. Finalement, le courant l'emporta au détour d'un coude et les cris cessèrent. Le tunnel se remplissait rapidement. Le liquide m'arrivait déjà à la taille. Je compris que si je ne sortais pas immédiatement, je me noierais ici avec ce monstre. Mais comment? La porte était verrouillée. C'est alors que je remarquai que la serrure de la grille, rouillée depuis des décennies, commençait à s'effriter et à se dissoudre sous l'effet des produits chimiques. Je frappais de toutes mes forces avec mon pied. La serrure céda. La porte s'ouvrit. Je me suis échappé de ce piège et me suis retrouvé dans un autre couloir. Le niveau du liquide était plus bas ici. J'ai couru dans cette boue jusqu'aux genoux, essayant de trouver un moyen de remonter. J'étais complètement désorienté. Tous les couloirs se ressemblaient en un. Je ne savais pas où aller, mais j'avais l'impression d'avancer dans la bonne direction. Le sol remontait lentement. Je me suis retrouvé dans une pièce qui ressemblait à une salle à manger. Il y avait très peu de liquide ici, et je l'ai vu. L'escalier, pas le grand escalier par lequel j'étais descendu, mais un escalier étroit et en colimaçon, un escalier de secours. Il menait vers le haut. Je me suis précipité vers lui. J'ai grimpé les marches de métallique glissantes en sautant 3 marches à la fois. Je ne savais pas où elles menaient, mais c'était la sortie de l'enfer. Finalement, j'ai appuyé ma tête contre la trappe. Je l'ai poussée. Elle n'a pas cédé. J'ai frappé avec mon épaule. Encore une fois. À la 3e tentative, la trappe s'est ouverte dans un grincement et l'air frais de la nuit et la lumière de la lune m'ont frappé le visage. Je n'avais jamais été aussi heureux de voir les étoiles. Je suis remonté à la surface. Je ne me trouvais pas à l'entrée principale, mais à environ 100 mètres de celle-ci, dans des buissons épais. Je ne me suis pas attardé. J'ai couru à travers la forêt sans me retourner jusqu'à ce que j'atteigne la route où j'avais laissé ma voiture. Je me suis assis au volant, les mains et les jambes tremblantes,
et j'ai eu du mal à mettre la clé dans le contact. J'ai démarré le moteur et j'ai quitté cet endroit maudit. J'ai roulé toute la nuit sans m'arrêter, jusqu'à ce que les premiers rayons du soleil apparaissent à l'horizon. Je pensais que tout était fini. J'avais survécu, j'avais fui. Je ne dirais à personne ce que j'avais découvert, que ce bunker et son secret pourrissent dans la forêt. Je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche pour me débarrasser de la saleté et de l'odeur des produits chimiques. J'ai jeté tous les vêtements que je portais là-bas. J'ai essayé d'oublier, mais je n'y arrivais pas. L'image de cette créature, ses yeux noirs, ses longs doigts, tout cela restait gravé dans mon esprit. Une semaine s'écoula. Je ne dormais presque pas. Le moindre bruit derrière la fenêtre me faisait sursauter. Je commençais à penser que je perdais la raison. Je décidai que j'avais besoin d'une preuve que je n'étais pas devenu fou, que tout cela était bien réel. Je me suis souvenu des magazines. Dans ma précipitation, j'ai attrapé l'un d'eux, le dernier, celui qui contenait les notes sur le sujet zéro. Il se trouvait dans mon sac à dos, que j'avais laissé dans le coffre de ma voiture. Je suis descendu dans le parking et j'ai ouvert le coffre. Le sac à dos était là. J'ai sorti le journal. La couverture en cuir était froide au toucher. Je l'ai ouvert et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Sur la dernière page, sous la note du docteur Richter, il y avait autre chose, quelques de mots griffonnés avec quelque chose de pointu. L'écriture était irrégulière, saccadée, comme celle d'un enfant qui apprend à écrire. Mais j'ai réussi à déchiffrer les mots. Il était écrit « Vous avez ouvert la porte. Maintenant, vous êtes ma porte. » J'ai jeté le journal avec effroi. Qu'est-ce que cela signifiait? Comment cette inscription avait-elle pu apparaître là? Je n'avais pas pu l'écrire. C'est alors que j'entendis un léger bruit. Il ne provenait pas du coffre. Il provenait de l'habitacle de ma voiture. Un grincement faible, à peine audible. Je fis lentement le tour de la voiture et jetai un coup d'œil par la fenêtre côté conducteur. Il n'y avait personne à l'intérieur. J'avais sans doute encore imaginé des choses. J'étais sur le point de partir lorsque mon regard s'est posé sur le plafond de la voiture. Sur la garniture, juste au-dessus du siège conducteur, il y avait une rayure, longue, profonde, comme si elle avait été faite par un ongle très pointu. Et à côté, une autre, puis une autre. Elle formait des lettres, un mot. Mon. Ce soir-là, pour me changer les idées, je regardais les photos que j'avais prises dans le bunker avec mon appareil photo numérique. Voici l'entrée principale. Voici le long couloir. Voici le laboratoire. Je cliquais machinalement sur les fichiers jusqu'à ce que je m'arrête sur l'une des premières photos. C'était la photo de cette lourde porte en acier que j'avais eu tant de mal à ouvrir. Je l'avais prise de l'extérieur, avant d'entrer. Juste en souvenir, j'ai agrandi l'image pour voir les détails. Et c'est alors que je l'ai vue. Dans l'embrasure sombre de la porte entr'ouverte, dans l'ombre profonde où la lumière du jour ne pénétrait pas, il y avait deux lumières à peine perceptibles, deux taches faibles, brillant dans l'obscurité, comme les yeux d'un prédateur nocturne reflétant la lumière. Il attendait. Il avait attendu tout ce temps près de la porte, pendant 70 ans. Il n'était pas enfermé au fond du bunker. Il savait qu'un jour, quelqu'un viendrait. Je ne l'ai pas trouvé. C'est lui qui m'a conduit là-bas. 3 semaines se sont écoulées. Je ne sors pas de mon appartement. J'ai barricadé la porte. J'ai bouché toutes les bouches d'aération. Mais je sais que c'est inutile. Je l'entends constamment. Un léger bruissement dans les murs. Un léger grincement dans la ventilation. Parfois, la nuit, je l'entends murmurer. Il répète les mots que j'ai prononcés dans le bunker. Il apprend. Il s'adapte. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas comment il était sorti. Peut-être s'est-il accroché à ma voiture. Peut-être s'est-il glissé dans mon sac à dos. Ou peut-être n'est-il pas matériel. Peut-être est-ce quelque chose qui s'accroche à l'esprit.
La dernière entrée du journal disait « Nous avons créé quelque chose qui ne doit pas mourir. » Ils se sont trompés. Ils ont créé quelque chose de pire. Ils ont créé un parasite, un prédateur qui ne chasse pas la chair, mais la vie elle-même, la possibilité même d'entrer dans un nouveau monde immense. La porte que j'ai ouverte n'était pas simplement un morceau d'acier. Je lui ai ouvert une issue, et maintenant, comme l'indiquait le journal, je suis devenu sa porte. Je ne sais pas combien de temps il me reste. En ce moment même, alors que j'écris ces lignes, je l'entends. Il gratte, mais plus dans le mur. Il gratte de l'autre côté de la porte de ma chambre.